Bonsoir tout le monde. Mon nom c'est Marie-France Lefort. Je suis l'auteure des outils essentiels pour les parents bénévoles. Et puis on m'a demandé ce soir de vous faire vous préparer une capsule vidéo sur le thème des consultations. Et nous y sommes. Et puis, je pense qu'on a un bon petit programme pour vous ce soir. Merci d'avoir choisi de passer un petit moment avec nous. Hum, Pourquoi parler des consultations? On est au début 2021, au début de février. Il y a une pandémie. Et puis, certains d'entre vous ont été très impliqués dans l'école à la maison et à faire des choix, il semble, assez réguliers, à savoir comment vous alliez faire en sorte que vos enfants continuent leur cheminement scolaire. Il y a beaucoup de choses qui sont un peu sur pause. Et pourquoi on se préoccuperait de consultation dans ce contexte-là? Euh, Ce que j'aurais le goût de vous dire ce soir, c'est que je suis de plus en plus persuadée que euh, dans une période comme celle-ci, il y a des failles qui ont été révélées dans notre société, dans nos institutions, dans des choses peut-être que l'on pensait très solides. Et c'est de plus en plus important de reconnaître le travail des gens comme vous qui s'impliquent dans leur communauté. C'est vraiment l'épine dorsale de notre démocratie. Et je tiens à vous remercier pour votre implication comme parents, bien sûr, mais aussi comme membre de vos conseils d'école et de vos comités de parents. Et puis, je suis persuadée que vous êtes des modèles pour vos enfants, des modèles d'implication communautaire. Et donc, on est là pour apprendre. Il n'y a que ça dans la vie, je crois. C'est de euh, prendre des connaissances et de les mettre en pratique. Et c'est comme ça que l'on voit ces modules. C'est vraiment des outils pratiques pour vous. Euh, et puis, vous prenez ce que vous pensez qui est utile dans tout ça. Alors, ce soir, donc, il est question de consultation. Alors, je vais vous partager mon écran un tout petit moment. Alors, pourquoi cet enregistrement? Bien, si vous êtes ici à regarder ce module en ligne, moi, je fais quelques hypothèses à votre sujet. Donc, c'est possible que vous soyez vraiment à votre affaire, que vous êtes allé lire le guide des outils essentiels pour les parents bénévoles sur le site de PPE. Bravo! Ça se peut aussi que vous soyez plus auditif que visuel ou autre chose et que vous ayez le goût de vous faire raconter une histoire. Alors peut-être que la voix du module en ligne, c'est une bonne voie pour vous. Ça se peut aussi que vous n'ayez pas tellement le temps de lire le module et que vous cherchiez une façon, une alternative. Alors, ce que PPE a fait avec moi, c'est qu'ils m'ont dit, écoute, on va faire ça, on va donner plusieurs voies d'accès et en plus donc de ce module en ligne, en plus de la lecture du guide, vous avez aussi vous allez également recevoir une invitation de participer à une rencontre où vous allez pouvoir en temps réel poser vos questions, parler de vos défis en matière de consultation comme membre d'un conseil d'école ou d'un comité de participation des parents. Alors, vous avez le meilleur des trois mondes ici avec ces outils-là. Alors, voici pour le pourquoi de cet enregistrement. Alors, on va se lancer tout simplement. Alors, on va essayer de couvrir une variété de thèmes, de sujets qui ont trait à la consultation et l'évaluation, donc à ce module 2. Première chose, par consultation, qu'est-ce qu'on veut dire?
Donc, je vous ai donné la définition qu'on retrouve dans le Guide à l'intention des parents de 2001, qui est encore aujourd'hui essentiellement l'outil qui présente les conseils d'école et qui dit à quoi ça sert et qui donne des lignes directrices aux écoles et aux conseils scolaires sur la bonne marche d'un conseil d'école. Alors là-dedans, déjà en 2001, on parlait de consultation, on disait, on entend par consultation la recherche de conseils, les discussions ou les délibérations portant sur les idées et les opinions d'autrui. Et puis, le guide décrit aussi qui devait être consulté dans cet esprit-là. Alors, on parle des conseils scolaires et les directeurs d'école qui doivent obtenir l'apport de leur conseil d'école. On dit qu'il faut consulter pour respecter l'esprit de la réglementation sur les conseils d'école et donc il est important de consulter les partenaires. Et puis aussi que les conseils d'école doivent consulter les parents de la communauté scolaire sur des questions de leur ressort. Alors, déjà là, il y avait ces éléments-là, l'importance de consulter. Je vous dis tout ça pour vous mettre la puce à l'oreille que c'est déjà les conseils d'école donc, en sachant que à la création des conseils d'école, on trouvait déjà important que les conseils d'école consultent la communauté scolaire et les autres parents. Il peut y avoir plusieurs raisons de consulter aussi parmi celles-ci, puis dans le contexte qui nous intéresse. Bon, donc, saisir les besoins de votre communauté scolaire. Peut-être aussi recevoir les réactions à une initiative ou un projet, puis aussi évaluer les impacts d'un projet ou d'une initiative. Alors, en bout de ligne, c'est beaucoup pour s'assurer qu'on est sur la bonne route et qu'on va obtenir les résultats souhaités. Puis une façon de savoir ça, c'est si les gens peuvent nous donner leur avis. Alors, un des buts visés par le document des outils essentiels, c'est bien sûr que ce soit quelque chose de pratique, que vous ayez en main des outils et celui-ci ne fait pas exception. Alors, dans le document, ce que vous allez retrouver essentiellement, c'est comment faire une planification d'une consultation. Dans le module 1, déjà, vous savez qu'on a introduit quelques outils assez puissants de consultation. Il y a un outil de consultation globale et un outil de consultation de projet. Alors, dans le module 2, on reprend ces outils-là pour vous montrer, regardez, on peut s'en servir aussi pour planifier notre consultation. Et il y a même un exemple dans le module 1 qui est celui-là, ce qui est un exemple de consultation. Alors, outils pratiques, planification, une liste de choses à faire, assez détaillée. Quand on fait une consultation, on va le voir, il y a des éléments de contenant et aussi de contenu. Alors, on vous donne une liste assez complète de choses à réfléchir. On a des exemples, donc, pour comment informer votre communauté sur la consultation que vous allez faire et aussi sur les façons de consulter pour que les gens participent. Il y a différentes façons d'animer, par exemple. Il y a différentes façons d'engager votre communauté. On peut le faire par voie de sondage, par exemple, ou encore on peut inviter les gens. Bon, en mode COVID, c'est plus difficile, mais dans un retour à la normale, on pourra certainement avoir des sessions en personne et il y a des pratiques, des outils, des façons de faire pour s'assurer que vous avez une rencontre qui est participative, que les gens parlent et s'engagent sur votre sujet. On veut aussi parler de la consultation pour évaluer ce qu'on fait. Donc, à quoi ça peut ressembler, pourquoi. Et puis, on vous donne aussi des plateformes pour consulter en ligne, des idées de plateformes.
Et ça, il en existe quelques-unes et on donne une idée des avantages, des désavantages, etc. Alors, des outils pratiques, bonne raison d'aller voir qu'est-ce qu'il y a dans ce module-là. Trois messages clés. Et on va élaborer un petit peu là-dessus ce soir dans cet enregistrement. Donc, le premier, lier clairement la démarche consultative à un objectif clair ou à un projet particulier que vous voulez mettre en œuvre. Pourquoi on vous dit ça? Ben, parce que parfois, on s'en va consulter parce que ça semble une bonne idée, ou peut-être qu'on veut être conforme au règlement ou aux consignes du ministère, ou peut-être parce que c'est la suggestion de quelqu'un qu'on consulte. Alors, c'est comme une liste à ticker et on n'a pas trop réfléchi à pourquoi, puis qu'est-ce qu'on s'en va faire, et qu'est-ce qu'on s'en va dire, et qu'est-ce qu'on s'attend comme discussion. Alors, c'est très, très important de réfléchir puis de bien établir le pourquoi. Qu'est-ce qu'on s'en va faire, pourquoi? Et c'est à partir de ça que vous allez planifier, mais c'est aussi à partir de ça que vous allez communiquer ce que vous en allez faire. Je mets beaucoup d'emphase sur le fait de soigner et le contenant et le contenu. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par contenant? Ben, on va le voir un petit peu plus en détail, mais c'est tout ce qui touche, bien sûr, la façon de faire. Et le contenu, ben, c'est le thème, les sujets, les questions. Donc, c'est ce sur quoi vous allez consulter essentiellement. Et un troisième point, bien sûr, on vient de le voir, c'est de se donner des outils pour travailler, pour bien travailler. Dans la consultation, une façon de voir les choses, c'est peut-être de regarder ça sous l'angle du petit c et du grand C. Donc, consultation petit c, qu'est-ce qui va là-dedans? Le fait qu'on peut faire déjà beaucoup en travaillant avec son réseau personnel. Comme parent, comme membre de votre communauté, comme personne, vous avez des amis, vous connaissez d'autres parents, vous avez des gens avec qui vous êtes en lien. Alors, une petite consultation, ça peut être de parler à 4-5 parents dans votre réseau pour voir ce qu'ils en pensent, de les questionner sur un sujet en particulier. Aussi, c'est possible que dans votre conseil d'école, vous avez des liens avec des parents qui ont des enfants dans certaines classes ou à certains niveaux. Peut-être que vous avez un système où vous consultez régulièrement des parents de certaines classes. Vous savez que certains suivent particulièrement les questions de donc, une distinction qui peut être utile de faire, c'est une consultation petit c et grand C. Qu'est-ce que je veux dire par là? Bien, une consultation petit c, c'est quand on veut tester le terrain un petit peu, c'est quand on veut sentir le pouls des gens dans notre consultation scolaire sans en faire nécessairement quelque chose de super formel. Donc, ça peut être utile d'aller voir dans son réseau personnel et de consulter les gens qu'on connaît, tout simplement, des parents peut-être autour de nous, pour voir ce qu'ils en pensent. Peut-être que dans votre conseil aussi, vous avez une pratique d'identifier des parents à certains niveaux, peut-être en 4e, 5e, 6e année, ou encore vous avez un lien avec un parent en particulier dans chacune des classes. Alors ça peut être une façon de faire une consultation peut-être sans le faire de façon beaucoup
plus formel ou public. Du côté des consultations grand C, ben, essentiellement, c'est ça. Je pense quand on indique à la communauté scolaire qu'on s'en vient les consulter. Alors, ça, on peut le faire de différentes façons, peut-être par votre sondage, par exemple, ou encore par la voie de rencontres consultatives de la communauté scolaire. Alors, ça, c'est le côté grand C et petit c. Parlons un moment des sondages. On l'a mentionné, donc du côté grand C. Ce qu'on peut dire des sondages, c'est que il y a un côté facilité d'exécution là-dedans. Donc, on a des questions, on a peut-être un outil en ligne dont on peut se servir, SurveyMonkey par exemple, ou d'autres outils de ce type-là. Et on a un lien, on envoie à une liste de courriels et puis on a un retour. Puis, bon, il y a différentes idées sur qu'est-ce qui constitue un bon retour ou pas un bon retour, mais souvent on peut parler de 30% de retour comme un retour intéressant de sondage. Ce que le graphique ici nous démontre, c'est que bien que un sondage, c'est une façon pratique, rapide de recevoir l'input de personnes, c'est peut-être pas le meilleur moyen d'avoir un engagement complet des gens qu'on consulte. Les gens vont peut-être vouloir poser des questions. Peut-être que les gens, si vous avez remarqué des fois en consultation, il y a un dialogue. Alors, en parlant, les personnes gagnent une meilleure compréhension du sujet et puis sont en mesure peut-être de donner des avis un petit peu plus sophistiqués, un petit peu plus réfléchis. Donc, on perd un petit peu cette notion-là quand on ne fait qu'un sondage. Et puis, on perd aussi la notion d'engagement peut-être dans les prochaines étapes. Alors, c'est possible aussi qu'on crée tellement d'engouement dans nos rencontres consultatives que les gens veulent s'impliquer davantage. Alors, c'est ces éléments-là. Mais il est tout à fait possible aussi dans un sondage de demander aux gens d'envoyer un courriel s'ils veulent s'impliquer aussi. Mais ce n'est pas la même nature d'engagement. Alors, oui, les sondages, mais en sachant qu'il y a peut-être des façons plus participatives de faire les choses. Si on devait donc, je vais faire une pause ici. Donc, en parlant de sondage, différentes plateformes pour travailler, surtout si vous travaillez de façon virtuelle, dans une consultation avec un groupe, ben, vous savez que la plateforme Zoom a une plateforme sondage. Je pense aussi que depuis peu, il y a Microsoft Teams aussi qui a cette fonction-là. Alors, qu'est-ce que ça permet de faire? Bien, ça permet de faire donc une consultation en personne, mais aussi d'intégrer des mini-sondages. Et il y a une fonction qui permet aussi de conserver l'information que vous recevez là-dedans. Ce qui est le fun avec ça, c'est qu'il y a une réponse immédiate. Puis, vous avez aussi la capacité de garder les réponses confidentielles. Donc, ça ne sera pas identifié, la réponse ne sera pas identifiée à un participant ou une participante en particulier. Sur la plateforme Zoom, ça ne fonctionne qu'avec des choix multiples pour l'instant, mais ça risque de s'améliorer. Alors, quand vous avez des questions plus à développement dans votre consultation Zoom, vous pouvez aussi demander aux gens d'intervenir dans le chat, donc de faire du clavardage pour inscrire leurs commentaires. Mais ça reste une façon intéressante de fonctionner. Si vous voulez faire des sondages éclairs, des choix multiples, par exemple. Si vous voulez faire un sondage un petit peu plus élaboré,
Ben écoutez, moi, je vous suggère la plateforme SurveyMonkey. Toutes ces plateformes-là, généralement, ont un certain montant de fonctionnalités offre un certain montant de fonctionnalités de façon gratuite. Donc, SurveyMonkey, bon, ben, c'est le leader dans l'industrie. C'est la plateforme sondage en ligne qui compte le plus d'utilisateurs. Ce que j'aime aussi, moi, c'est que c'est possible de faire ça en français à partir d'une interface en français. C'est pas toutes les plateformes en ligne qui offrent plusieurs langues et qui offrent quand même des choses dans un français plus que potable. C'est intuitif, je dirais, surtout si le sondage est simple. Les rapports sont assez faciles à générer sur plusieurs supports. Par exemple, quand vous faites un rapport, vous pouvez générer un PowerPoint ou un fichier Excel où vous pouvez finalement avoir vos résultats de différentes façons et sans trop de manipulation. Alors, c'est une bonne plateforme pour ça. De plus en plus sur le marché, vous voyez qu'il y a des outils de collaboration. Alors, ça a pris un essor tout particulier depuis 2020, bien sûr, parce que les gens travaillent de chez eux beaucoup. Alors, ils sont en équipe à distance et il y a plusieurs outils de collaboration comme ça qui se sont mis à proliférer. Celle que je vous propose dans le guide, encore là, c'est des propositions, c'est pas parce que je les aime plus que les autres, c'est peut-être parce que je les ai vues en action et qu'elles me semblent quand même, je me dis, si moi je peux m'en servir, tout le monde peut s'en servir. Alors, il y en a une qui s'appelle Padlet, qui est assez populaire, je pense, dans le milieu scolaire et qui permet donc de faire des petits outils de consultation, surtout si on veut réagir, on veut que les gens réagissent à une idée, à un concept. Peut-être que vous avez un nouveau logo, peut-être que vous avez, juste pour moi, peut-être que vous avez euh, fait une rénovation d'un coin de l'école et puis vous voulez avoir les suggestions de la communauté scolaire, alors vous pouvez prendre une photo puis poster ça sur Padlet et puis bien sûr, il y a un lien que vous pouvez envoyer. Alors, il y a une plateforme gratuite, je pense, qui permet jusqu'à trois consultations gratuites. Si vous décidez d'acheter, c'est autour de 10 par mois. Et puis, c'est possible d'arrêter l'abonnement en tout temps. Donc, vous pourriez faire un essai et voir si vous aimez ça. Mais c'est quand même quelque chose d'assez facile d'accès. Hum, Quand vous planifiez votre consultation de façon générale, je suis passée des moyens au contenu et au contenant, mais ça me faisait du sens à moi de vous donner un peu quelques exemples avant de sauter un petit peu plus dans la théorie. Euh, L'importance de se soucier des deux aspects. Souvent, on se lance dans un travail comme celui-là et on n'a pas tout à fait fait nos devoirs au niveau du pourquoi, de bien cerner les objectifs. Alors, je vous dirais, en tout premier lieu, c'est important de se soucier du contenu. Qu'est-ce qu'on s'en va faire? Pourquoi? Est-ce que c'est comme on disait tout à l'heure, une petite consultation ou est-ce qu'on veut avoir peut-être le feedback de personnes sur quelque chose d'assez simple, une idée, un concept, une photo, quelque chose du genre. Alors, donc des outils comme ça, comme Padlet, peuvent être très, très, très utiles. Euh, Si c'est quelque chose qui est euh, qui demande une réflexion euh, plus importante. Euh, donc, on a parlé d'outils pour aller sonder les gens. Avant même de décider qu'on va faire un sondage ou on va faire une consultation, c'est important de réfléchir comme il faut aux questions de contenu.
Et là-dessus, c'est vraiment la question fondamentale et pourquoi est-ce qu'on s'en va consulter? Qu'est-ce qu'on veut avoir euh, comme retour de la part des gens. Donc, bien cerner le thème de la consultation, euh, bien cerner les questions que l'on veut poser. Ça a l'air banal, mais oui, effectivement, les questions que l'on s'en va poser sont fort importantes. Soigner l'invitation. euh, qui va dire essentiellement euh, pourquoi c'est important cette consultation-là, qui va donner tous les détails bien sûr, mais qui va donner aux gens aussi le goût de s'engager puis de prendre un moment dans leur vie très occupée pour venir vous aider puis venir donner leur opinion. Euh, donc, bien sûr, dans le module, il y a des références aux plans de communication que vous allez faire. Vos outils de planification que vous avez vus dans le module 1, bien, vous pouvez vous en servir pour communiquer aussi avec votre communauté scolaire. Alors, ça peut être très intéressant de s'en servir. Identifier qui va faire quoi et surtout qui sont vos experts de contenu. Est-ce qu'il y a des gens qui vont être là qui ont une expertise sur, en particulier sur le contenu sur lequel vous voulez que les gens se prononcent. Euh, Aussi, avoir une bonne réponse à la question suivante. Qu'est-ce qui est censé arriver avec les informations recueillies? Est-ce que vous allez envoyer un rapport? Est-ce que vous allez partager des éléments d'information? Alors ça, c'est toutes des questions de contenu et je vous dirais, ça c'est important de commencer là. Et puis, ce que vous allez décider au niveau du contenu va bien sûr vous aider sur le plan du contenant. Alors là, vous allez bien sûr déterminer les modalités de consultation. Est-ce que vous faites ça en personne, en ligne? Est-ce que c'est une rencontre de nature participative ou c'est plutôt un sondage? Alors, ces questions-là, donc, vont se régler une fois que vous aurez bien sûr fait la réflexion sur le contenu. Euh, on vous demande aussi peut-être de réfléchir à tout l'enrobage, on parle de contenant, tout l'enrobage que vous allez mettre autour de votre discussion. Euh, si on est dans une période normale, non pandémique, vous allez bien sûr penser à la salle, vous allez penser à est-ce que je vais avoir de la nourriture, est-ce que j'aurai quelqu'un qui va venir s'occuper de l'animation, est-ce que j'aurai quelqu'un qui va s'occuper de l'accueil, est-ce qu'on aura peut-être une petite aire de garderie pour les enfants qui viendront avec les parents, on peut imaginer ça aussi. Quel genre d'équipement est-ce que j'aurai besoin? Combien de chaises? Combien de personnes au maximum? Est-ce qu'il y a des outils dont on va avoir besoin comme du papier, des crayons, ce genre de choses-là? Euh, qui va s'occuper de recruter les bénévoles et qui va s'en occuper des bénévoles le jour même. Peut-être qu'on va avoir besoin de renforts pour bien accueillir les gens qu'on va consulter. Alors, ce sont toutes des questions que vous retrouverez dans notre liste de choses à faire, qui sont qu'on retrouve dans le guide lui-même, dans le module 2. Alors, je vous encourage à aller voir. Alors, revenons un petit peu sur la question de communication. Donc, comment est-ce à quoi on doit penser pour ce qui est de la communication aux personnes que l'on veut inviter? Euh, pour tout ce qui touche l'avant, la sortie de cette communication-là, je vous recommande fortement d'aller. Je voulais vous dire un petit mot de plus sur
sur la communication de vos... non, on s'arrête ici. Donc, dans la fiche précédente, on a parlé qu'une partie du contenu, c'est aussi de déterminer comment on va communiquer. Et là-dedans, donc, il y a une réflexion à faire avant et après l'envoi d'une communication pour dire qu'on va effectivement consulter. Alors avant, bon, ben, c'est de se servir de l'outil de planification, d'aller voir cet outil-là pour la planification et la rédaction de vos annonces sur l'événement de consultation que vous allez tenir. Ça pourrait être aussi comment vous allez communiquer le lancement d'un sondage. Donc, vous pouvez vous servir de l'outil à différentes sauces, mais il est là. Et puis, le modèle qu'il y a dans le module 1, il est effectivement, il s'agit effectivement d'une consultation publique. Alors, vous avez déjà des gros morceaux du travail de fait. Après, donc, que vous avez lancé vos communications, il faudra aussi déterminer, bon, ben, qu'est-ce qui est censé arriver avec l'information recueillie. On s'arrête ici. Dans la dernière fiche, on a indiqué dans le contenu, dans la partie contenu, qu'il est important de se servir autant que possible des outils qui sont disponibles dans votre guide pour la planification et aussi la rédaction des annonces qui annoncent justement que vous allez aller en consultation. Alors, il y a un exemple qui se retrouve dans l'outil de planification du module 1 qui est justement l'organisation d'une consultation. Et vous avez aussi dans le module 2 un exemple de comment l'outil peut vous aider à rédiger vos annonces pour le lancement de votre consultation. Alors, vous avez deux outils là, solides pour faire le travail. Maintenant, pour ce qui va se passer après, dans votre réflexion sur le contenu, une question vraiment importante, c'est qu'est-ce qui est censé arriver avec les informations recueillies? Ça, c'est toujours quelque chose qui est important de dire peut-être dans l'annonce, mais très certainement lorsque vous vous retrouvez devant les gens que vous voulez consulter. Donc, c'est important de parler de qu'est-ce qui va se passer avec l'information qui est recueillie sur place. Est-ce qu'il va y avoir un rapport? Est-ce que les gens vont pouvoir avoir accès à des informations issues de cette consultation? Alors, c'est important d'y avoir réfléchi à l'avance et de voir aussi qu'est-ce qui est possible. Donc, important donc d'avoir une réponse à cette question et aussi, bien sûr, de remercier les gens pour par la suite pour leur engagement, pour leur participation. Alors, les consultations, il paraît que c'est sérieux parce que j'ai voulu aller voir s'il y avait sur l'Internet des exemples de consultations amusantes ou différentes et tout ça. Et puis, j'en ai pas trouvé beaucoup, mais je suis tombée sur celle-ci. C'est un groupe qui s'appelle les Montreal Raging Grannies. Alors, c'est des grands-mamans anglophones de Montréal qui présente un mémoire devant un comité de la ville. Et puis, vous allez voir un petit peu comment ça se présente. Alors, je vais essayer de partir le bal. On va voir ce que vous allez entendre là-dessus. Grannies get commotional, 'cause we are so emotional, about new paved roads for cars and trucks. No green space that really sucks. The changes that we want to see, more bike paths and lots of trees, a space where wildlife can survive. We must find elsewhere to drive.
Alors, vous voyez un peu l'idée. Donc, elles se sont déguisées, elles ont écrit une chanson sur un air connu et c'est comme ça qu'elles ont livré leur message. Et puis, bon, euh, elles ont obtenu d'une part beaucoup d'attention et leur vidéo, c'est une consultation qui date de 2011, est toujours sur YouTube. Alors, on peut prendre des notes sur comment faire un impact quand on se présente à une consultation. Ce que je vous lance ça pas parce que je pense que c'est nécessairement la marche à suivre, mais peut-être euh, peut-être une invitation à réfléchir aussi par en avant à comment est-ce qu'on va accueillir la diversité des points de vue. Parce que les gens vont se présenter, ils auront peut-être des points de vue divergents, ils auront des façons différentes de présenter ces points de vue-là. Et puis, c'est possible que ça nous confronte un peu à nos opinions. Et puis, bon, ben, peut-être une chose à se rappeler, c'est que tant que c'est fait dans le respect, puis qu'il y a un réel désir d'être entendu, ben, c'est légitime, on les a invités et puis il faut accueillir ce qui vient. Euh, accueillir les émotions des autres et surtout quand accueillir les opinions des autres, surtout quand elles vont peut-être un peu à l'encontre des nôtres, c'est peut-être un des éléments de préparation, selon moi, qui est le plus important. Surtout si on s'attend à si on s'attend peut-être justement à un petit peu de divergence dans les opinions. Et là-dessus, je pense que c'est important de réfléchir à euh, comment on va se préparer, comment on va être présent, nous, comme membres d'un conseil d'école ou encore d'un comité de participation des parents. Comment est-ce qu'on va montrer notre leadership et comment on va accueillir donc ce qui se présente. Et puis, ce que vous avez ici sur cette fiche-ci, c'est quelques exemples j'appelle ça des postures mentales et physiques pour faire face à ce qui s'en vient. Alors, vous avez d'une part, c'est des archétypes, bien sûr, vous avez d'une part le guerrier ou la guerrière. Donc, c'est une posture résolue, directe, transparente aussi, je dirais. On dit les choses comme elles sont. Euh, dans la posture physique, vous pourrez euh, sentir votre corps comme si vous étiez en action, comme si vous étiez prêt à passer à l'action. Donc, faites attention à votre posture. Vous êtes assis comme si vous alliez vous lever. Alors, vous prenez de la place là, sur le plan de votre posture mentale et physique. C'est peut-être pas la posture qui est nécessaire non plus dans les circonstances, mais c'est bon de pratiquer un petit peu. Si j'étais dans le mode guerrier ou guerrière, qu'est-ce que ça veut dire et comment est-ce que je me présente physiquement et mentalement à cette rencontre-là? Une autre posture, ça peut être une posture d'ouverture où on réfléchit un petit peu à comment est-ce qu'on fait pour démontrer de l'empathie physiquement et aussi dans notre façon d'écouter. Qu'est-ce que ça veut dire une écoute empathique? Euh, Comment vous voudriez être assis, comment vous voudriez accueillir les gens si vous étiez dans un mode d'ouverture et que vous vouliez démontrer de l'empathie. C'est bon d'y réfléchir. La posture de la montagne, ben le mot le dit, c'est une posture de stabilité. Montagne, ça court pas vite, c'est plutôt bien ancré dans le sol. Alors, on fait montre de stabilité. C'est une posture aussi qui tend à démontrer qu'on est en sécurité, que tout va bien. C'est correct, on est groundé, on est bien installé dans notre façon d'être. Une posture qui peut être utile aussi des fois, c'est la posture du fou du roi. On dit aussi c'est la posture de l'enfant. C'est quand on décide qu'on va arriver comme quelqu'un de flexible, qu'on va faire appel à notre créativité.
Puis ça aussi, sur le plan physique, ça veut dire qu'on est, on est vraiment décoincé, on est prêt à l'action, on est aussi pas rigide, on est plutôt souple dans nos mouvements et c'est une façon de voir. On peut entrer dans une salle en disant aujourd'hui, je vais être flexible, je vais être souple, ma posture physique va le démontrer, puis je veux accueillir ce qui s'en vient de cette façon-là. Donc, ça vaut la peine. Si vous faites un petit peu de méditation, peut-être que ces termes-là seront déjà connus pour vous, mais ça peut être une façon de bien se préparer mentalement à ce qui s'en vient. Je voulais parler un petit peu des comités de participation de parents. Parce que, bien entendu, vous aussi, vous êtes un peu, bien sûr, la voix des parents puis des communautés scolaires au conseil scolaire, mais vous pourrez aussi avoir à consulter vos conseils d'école sur des questions clés pour le conseil scolaire. Alors, il y a différentes façons de faire ça. Bien entendu, vous pouvez consulter directement les écoles si vous êtes membre d'un CPP, les écoles dont vous avez la responsabilité. Vous pourrez aussi peut-être engager vos conseils d'école à faire des consultations. Et les résultats de ça pourraient donc être présentés au CPP qui pourrait ensuite cheminer vers le conseil scolaire lui-même, vers les membres du conseil scolaire. Alors, de prendre en compte cette synergie conseil d'école et CPP et que vous pouvez être tout à fait partenaire dans cette entreprise de consultation. Et on est plus fort selon qu'on est nombreux à participer à quelque chose comme ça. Et puis, je crois réellement, compte tenu de toutes les choses importantes que peuvent traiter les conseils scolaires, d'avoir des moyens bien rodés, de consulter les communautés, ça rend les politiques et les décisions des conseils scolaires encore plus forts. Alors, c'est là où on voit vraiment toute la portée du bénévolat des parents en éducation. Il est important, on le disait, de bien préparer sa consultation et de faire en sorte qu'on sache un petit peu dans quoi on s'embarque et quel est un peu d'avoir une idée, une attente de comment les gens vont participer. Ce que je mentionne dans le guide, c'est je partage une expérience que j'ai eue il y a quelques années dans une communauté où on m'avait demandé de faire une consultation publique. Et puis, en fait, je remplaçais quelqu'un qui, à la dernière minute, s'était désisté. J'ai su pourquoi par après. Je suis arrivée, donc j'avais fait mes devoirs, donc j'avais trouvé un bon contenant pour la conversation qu'on devait avoir. Et puis, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il y avait un groupe de personnes qui étaient là, qui, eux, étaient complètement contre la position qui était mise de l'avant et sur laquelle on devait discuter. Et bon, ils se sont à un moment donné rebellés, ils ont décidé qu'ils ne voulaient pas du tout participer, puis ils ont quitté la salle. Et puis, ça s'est terminé avec un petit fracas. Qu'est-ce que ça m'a appris, cette chose-là? C'est que il y a peut-être des questions que j'aurais pu poser à l'avance auprès des clients.
dans mon désir de les aider, ils étaient un peu mal pris, ils avaient lancé des invitations et puis là, il n'y avait personne pour animer leur événement. Bien, il y avait des questions importantes que je n'avais pas posées, du genre, est-ce qu'il y a quelque chose dans votre environnement qui fait que ça pourrait être un peu houleux? À quoi vous vous attendez comme réaction de la part des membres de la communauté? Est-ce qu'il y a des groupes divergents? Alors, c'est toutes des questions que je n'avais pas posées et puis que je pose de façon assez systématique maintenant. La plupart du temps, il n'y a pas de conflit et puis ça se passe assez bien, mais c'est des choses qui sont évitables finalement. Et puis, donc, le conseil que je donne dans le guide, c'est de s'assurer qu'on a un sens de ce qu'il y a dans l'environnement justement et qu'on peut se préparer donc à des questions plus difficiles ou à des interventions plus difficiles. Et, ou bien on peut adopter d'autres façons de consulter à ce moment-là plutôt que de faire une rencontre publique. Peut-être qu'on a besoin peut-être de revoir aussi les questions, le thème, le bien fondé de la consultation. Peut-être qu'on a besoin de faire peut-être une consultation informelle avec des plus petits groupes. Peut-être qu'on peut faire un sondage aussi, ça pourrait être une bonne raison de le faire. Alors, de simplement avoir fait ses devoirs en termes de qu'est-ce qu'on s'attend de cette rencontre-là, et puis de s'assurer que les choses se passent quand même dans la sérénité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de points de vue divergents, mais qu'on est bien prêt pour ce qu'on va entendre. Alors, je vous ai balancé tout plein de choses, y compris une chanson. Ce que je voulais savoir de vous, c'était qu'est-ce que ça vous inspire tout ça? Est-ce que vous avez une question, un sujet de discussion sur lequel vous aimeriez obtenir l'input de votre communauté scolaire? Et quels sont peut-être aussi les enjeux que vous entrevoyez? Est-ce que vous avez des idées pour le travail de terrain que vous avez besoin de faire avant cette rencontre ou cette consultation? Et qu'est-ce qui vous vient en tête aussi en termes de contenant? Alors, encore là, je vous réfère au guide, à la lecture du guide. Vous pouvez lire en diagonale, vous pouvez lire de différentes façons, mais de part et d'autre, il y a des suggestions là pour vous sur comment mener la consultation et à quoi penser, à quoi réfléchir avant de se lancer. Il est sans doute important que vous preniez un moment pour évaluer ce que vous faites et si vous faites une consultation, bon, ben, d'évaluer cette consultation-là. Si vous avez bien suivi l'idée d'une planification, ben, vous avez déjà établi vos objectifs pour cette consultation-là. Donc, la question à se poser, c'est est-ce qu'on a atteint nos objectifs? Si oui, comment? Pourquoi? Sur le plan des résultats, mais comment savons-nous que nous avons atteint ces objectifs-là? Quels résultats avons-nous obtenus? Quelles données ont été recueillies selon nos indicateurs de performance? Est-ce qu'on avait des indicateurs de performance? Alors, toutes des questions qui pourraient être utiles. Un indicateur de performance, c'est quoi? Ben, c'est une façon de mesurer ce qui s'est passé. Donc, si vous aviez lancé une invitation à 100 personnes et que vous en espériez au moins 50, ben, est-ce qu'il est venu 50 personnes? Ça, c'est un indicateur de performance. C'est peut-être pas un indicateur de l'engagement ou de la participation qu'il y a eu cette journée-là, par contre. Alors, si vous cherchiez, je ne sais pas moi, vous cherchiez peut-être 5 bonnes idées, 5 façons d'aller de l'avant dans
dans votre projet, ce sur quoi vous vouliez consulter. Alors, si vous aviez déjà 5 bonnes idées, 5 idées que vous considérez comme étant très utiles, ça aussi, ça peut être un indicateur de performance. L'évaluation, c'est aussi une façon de, bien sûr, de déterminer qu'est-ce qu'on a appris. C'est une façon de voir ensemble ce qui a bien et moins bien fonctionné. Puis là, une posture pour ça, c'est de le faire dans la bienveillance et avec curiosité. Pas pour jeter le blanc, bien entendu. Pas pour dire ah, mais si un tel était arrivé pas avec 15 minutes de retard, ça ne se serait pas passé, telle chose. Alors, non, quand on veut aller chercher des leçons apprises, c'est vraiment une idée de se parler dans la transparence et puis dans la bienveillance aussi, puis de vraiment faire une analyse de ce qui a bien été, de ce qui a moins bien été, de ce qu'on aurait souhaité, puis de ce qu'on a appris pour la prochaine fois, tout simplement. Alors, simplement, puis de noter ça quelque part, parce que ça va peut-être être utile soit à vous l'an prochain ou dans les années à venir, ou peut-être à vous, à vos successeurs au conseil d'école. Alors, voilà. En bref, il y a juste une façon d'apprendre, c'est par l'action. Si, en lisant le module, la dernière chose que je voulais, c'est que vous vous sentiez intimidé ou que vous vous sentiez comme si oh, c'est trop d'ouvrage. Je pense qu'on va laisser faire, puis on laissera quelqu'un d'autre consulter. S'il y a quelque chose, j'espère que vous avez retenu qu'il y a différentes façons de consulter, il y a différentes sortes d'outils. Ça peut être très simple, ça peut être plus élaboré. Et quand on se lance dans quelque chose qui est véritablement avec une certaine envergure, avec des objectifs bien définis, bien, on risque d'aller loin. Et donc ça, c'est une question de préparation, puis c'est une question de réflexion. Tout simplement. Puis ça vaut la peine des fois de se lancer des petits défis. Peut-être qu'on va, on va lancer un petit sondage, on va voir comment ça fonctionne. La participation, c'est quelque chose qui se bâtit, c'est quelque chose, c'est une habitude qui se gagne. Si on n'est pas habitué à donner son opinion, à faire entendre sa voix, bien, c'est sûr que les premières fois, c'est peut-être un peu tout croche et ça ne sortira pas comme on veut. Mais si vous prenez l'habitude de consulter les gens, ils vont s'attendre, ils vont gagner de bonnes habitudes et vous allez entreprendre ce dialogue constant avec votre communauté scolaire et puis je pense que ça va être quelque chose de très, très riche pour vous. Alors, commencez petit, d'accord, mais commencez quelque part et puis passez à l'action, quelle qu'elle soit. C'est une bonne façon d'apprendre et puis de se projeter vers l'avant. D'accord? Paulo Coelho, que vous connaissez peut-être, qui est un auteur brésilien bien connu. Alors, là-dessus, dernière fiche, les ressources, elles sont sur le site de Parents Partenaires en Éducation. Alors, vous allez retrouver les modules, vous allez retrouver des capsules vidéo comme celle-ci et vous allez retrouver bien sûr des outils utiles. Si vous avez le goût de participer, bien sûr, à des échanges d'utilisateurs, si vous voulez, ou donc entre parents qui ont lu les modules et vous voulez en savoir davantage, vous voulez échanger avec les parents, vous voulez échanger avec moi, suivre, bien sûr, PPE, leur infolettre, donc il va y avoir tout au courant de l'hiver et du printemps 2021, des rendez-vous les jeudis soirs surtout pour justement discuter des différents modules et puis c'est l'occasion de poser des questions puis voir ce que les gens font, ce que les gens ont comme bonne pratique. Alors, on vous encourage fortement à vous joindre à nous. Alors, vous pouvez aussi m'envoyer un petit mot. Si vous voulez, je suis sur LinkedIn, alors vous avez un lien
là que vous pouvez simplement me chercher. Marie-France Lefort, je suis là. D'accord, merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir.